Aujourd'hui, nous accueillons François Gemel, qui est chercheur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et à Sciences Po Paris, donc, qui est doctorant au Centre d'études des recherches internationales, à l'Institut d'études politiques de Paris et au Centre d'ethnicité et d'immigration de l'Université de Liège. Donc, il est aussi maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, et il a fait partie de la délégation belge à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Donc il vient nous parler en tant que spécialiste des flux migratoires, et notamment des flux migratoires climatiques. Et donc on va lui laisser la parole pour sa conférence. Juste pour vous dire quand même que j'ai fini mon doctorat. Bonsoir, M. Gemel. Donc, vous travaillez, on l'a dit dans sur les relations internationales et notamment sur la question de l'immigration. On l'a vu et on le voit encore dans l'actualité, c'est un sujet extrêmement polémique avec où chacun finalement donne ses chiffres, où par exemple le Front National avance des chiffres plus ou moins vrais, on ne sait pas, on verra. Et donc finalement, comment est-ce qu'on travaille un sujet aussi complexe que celui-ci? Je pense que ce qui est important, c'est que les discours et les réflexions politiques et les discours sur ce sujet se fondent non pas sur des mensonges ou des fantasmes, mais sur des réalités empiriques. Et donc je conçois mon travail comme visant à amener ces chiffres et ces réalités, puisque les réalités s'expriment souvent par des chiffres, auprès du public le plus large possible. Le problème, c'est que les chiffres sur l'immigration, généralement, sont assez opaques, sont assez difficiles à comprendre, et donc, puisqu'ils sont opaques, ils sont forcément sujets à une grande instrumentalisation. Et donc, je conçois mon travail comme étant de donner accès à ces chiffres et à ces réalités au plus large public possible, de manière à ce que la réflexion et les discours sur l'immigration puissent s'appuyer sur ces chiffres et puissent s'appuyer sur ces réalités empiriques. Et le problème aujourd'hui qu'on a en France, et c'est pour ça que le débat sur ce sujet est à ce point pourri par le Front National, c'est que ces chiffres, c'est qu'on entretient une certaine opacité autour de ces chiffres qui, il faut le dire, sont souvent relativement difficiles à comprendre, relativement difficiles à trouver. Et donc du fait de cette opacité, chacun peut un peu inventer les chiffres qu'il souhaite et projeter tous les fantasmes et tous les mensonges qu'il veut autour de ces chiffres. Et c'est évidemment une stratégie que le Front National a très bien comprise. Et donc vraiment, je pense qu'il y a un enjeu essentiel, en France en tout cas, à avoir une plus grande clarté et à avoir davantage d'explications autour de ces chiffres. Et je pense qu'il est très important aussi d'expliquer les chiffres. Par exemple, quand on dit l'immigration coûte de l'argent à la France, c'est vrai que l'immigration en France coûte un peu d'argent, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi et comment on peut faire en sorte qu'elle rapporte de l'argent plutôt que d'en coûter. Et d'où vient cette opacité sur les chiffres? Alors, c'est une grande question que je me pose depuis pas mal de temps. C'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire que cette opacité arrange bien tout le monde. Et que quelque part, chaque parti souhaite aussi pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre quant à l'interprétation des chiffres, quant à l'explication de ces chiffres, etc. Et donc c'est vrai que les chiffres sont assez difficiles à trouver. Si vous allez sur les sites des agences statistiques officielles, sur le site de l'INSEE ou sur le site de l'INED, c'est vrai que ce sont des chiffres assez difficiles à trouver et que selon ce que vous prenez ou pas en compte, le type de population que vous prenez ou pas en compte, vous allez avoir des statistiques relativement différentes d'une agence à l'autre. Par exemple, ça paraît assez absurde, mais l'ONU n'a pas la même définition de l'immigration que l'INSEE. Et donc forcément, les chiffres sur l'immigration qui sont fournis par l'ONU ne sont pas les mêmes que ceux qui sont fournis par l'INSEE. Et donc j'aurais tendance à dire qu'il y a une certaine opacité qui est entretenue et qui me paraît en fait très très dommageable au débat. Donc aujourd'hui, justement, les politiques jouent beaucoup sur ces chiffres et sur cette opacité. Et j'ai vu que vous souteniez qu'il fallait que les politiques fassent beaucoup plus appel à des experts. Et pourquoi justement vous pensez que les politiques ne font pas réellement appel à des experts pour créer des vraies cellules sérieuses sur l'immigration,
pense par exemple au fait que vous avez été invité récemment par l'UMP pour discuter de l'immigration. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas plus courant que les partis politiques appellent à des vrais experts de l'immigration? Parce que je pense que fondamentalement, ça ne les intéresse pas. Parce que je pense que fondamentalement, étant donné que les politiques migratoires, en tout cas en France, mais je ne veux pas accabler la France, c'est le cas de la plupart des pays européens, les politiques migratoires sont des politiques qui sont décidées avant tout sur des bases idéologiques ou à coup de sondage. On voit que l'opinion est favorable à ceci, est favorable à cela, et donc on réagit en fonction de ce sondage d'opinion et on adapte sa politique en fonction de cela. Et aujourd'hui, on a donc des politiques migratoires qui en réalité ne s'appuient pas du tout sur les réalités empiriques de l'immigration. Or, si on faisait appel à des experts, comme je le souhaite, ça serait pour que ces politiques migratoires s'appuient sur des réalités empiriques. Mais je pense que fondamentalement, les partis politiques ne sont pas intéressés à appuyer leur politique migratoire sur des réalités empiriques, parce qu'il y a un décalage énorme entre la réalité de l'immigration et la perception de l'immigration, et je pense qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable en termes électoraux d'appuyer sa politique sur la perception de l'immigration plutôt que sur la réalité de l'immigration. Et donc je pense que les experts font aussi entendre aux partis politiques une vérité qui est assez inconfortable. Mais le Front National aussi a ses experts qui jugent reconnus, par exemple Michel Trivalla, oui. Qui est la démographe officielle du FN. Elle s'en défend, mais... Oui, enfin, elle s'en défend, mais Jean-Marie Le Pen lui a proposé la carte d'honneur du Front National, ce qui n'est pas vrai. Oui, tu ne me l'as pas proposé à moi. La difficulté, effectivement, c'est qu'on est dans une situation où il n'y a pas vraiment de débat national, de consensus national sur ces questions, et qu'on est dans un débat qui est extrêmement sensible, extrêmement polarisé, et qui repose aussi très largement sur de l'affectif et sur de l'émotionnel. Et que donc, on est, sur ces questions d'immigration, dans un débat qui est largement idéologique, où chacun va aussi avoir la tentation d'instrumentaliser des experts, des démographes, des sociologues, etc. S'il se trouve que ces démographes ou ces sociologues confortent une certaine pensée politique. Et je pense que c'est aussi un piège dans lequel nous, chercheurs et nous, enseignants, ne devons pas tomber, c'est-à-dire qu'il est important de séparer le diagnostic de la prescription. Souvent, on me demande, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France? Et je dis, ce n'est pas à moi de dire s'il y a trop d'immigrés ou pas assez d'immigrés. Mon rôle en tant que chercheur consiste à dire le plus fidèlement possible combien il y a d'immigrés et ce qu'ils apportent à la France, ce qu'ils coûtent à la France, et puis ça relève de la décision politique que de dire si on estime que c'est trop, si on estime que c'est pas assez, si on estime qu'il faut favoriser certaines catégories ou beaucoup d'autres. Mais donc je pense qu'il faut faire très attention, surtout sur ce débat quand on est chercheur, à ne pas tomber du diagnostic dans la prescription. Et justement, combien est-ce qu'il y a d'immigrés en France? Alors, justement, ça c'est la grande question, puisque, comme je vous disais, l'ONU et l'INSEE ont des définitions différentes de l'immigration. L'ONU considère qu'est un immigré toute personne qui ne réside pas dans le pays où il ou elle est né. L'INSEE considère que est immigré toute personne qui n'était pas français, qui n'est pas né français en France. C'est-à-dire que les Français qui sont nés à l'étranger, par exemple, qui reviennent en France, ne vont pas être considérés comme des immigrés par l'INSEE, mais vont être considérés comme des immigrés par l'ONU. Et donc, quand on regarde combien il y a d'immigrés en France, on va avoir 11% de la population qui est immigrée selon l'ONU, 8% de la population qui est immigrée selon l'INSEE. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder qui sont ces immigrés, d'où ils proviennent. On a une immigration en France qui est, pour un peu moins de la moitié, pour 45%, une immigration qui est européenne, qui est pour 30% une immigration en provenance du Maghreb et 10% en provenance d'Afrique subsaharienne, le reste étant constitué du reste du monde, bien entendu. Donc, ce qu'on constate, c'est que donc on a, comme dans la plupart des autres pays européens, une immigration qui est à peu près au niveau de 10%, qui est dans sa majorité une immigration européenne,
avec une forte prédominance de l'immigration en provenance du Maghreb, ce qui est bien entendu à l'histoire coloniale de la France et à une communauté de langue. Ce qu'il est très important de distinguer, et ce qui généralement n'est pas distingué dans les discours politiques sur le sujet, ce sont les stocks et les flux. C'est-à-dire que le stock, c'est le nombre d'immigrés qui sont en France, qui résident en France et qui sont arrivés en France dans le passé. Le flux, c'est le nombre d'entrées additionnelles chaque année. Et donc, on constate que ce nombre d'entrées additionnelles reste à peu près stable depuis 2006 et est autour de 250 000 entrées annuelles, dont à peu près 50 000 entrées d'immigrés européens. Voilà. Mais donc, j'insiste bien, quand on pose la question combien il y a d'immigrés en France, il est très important de distinguer les stocks d'immigrés des flux d'immigrés, même si c'est un peu bien mot de parler du stock et du flux pour parler de personnes humaines. C'est deux notions qui sont évidemment fondamentalement différentes. Et parmi ces immigrés en France, quelle est la proportion et le nombre d'entre eux qui sont là pour des raisons économiques, non pas pour leur regroupement familial, mais vraiment pour travailler en France? Alors, il y en a très peu qui viennent pour des raisons économiques en France. C'est une sorte d'exception française quand on regarde les différents pays de l'OCDE. Quand on regarde les titres de séjour qui sont accordés annuellement, il y a à peu près entre 8 et 10% de titres de séjour qui sont accordés pour des raisons économiques. Ça veut dire que la France est assez peu attractive pour les immigrés qui souhaitent venir y travailler. Cette part de l'immigration économique est généralement beaucoup plus importante dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Donc, voilà, en 2012, on a accordé à peu près 200 000 titres de séjour. On a accordé 16 500 titres de séjour pour des raisons économiques. La majorité de l'immigration en France est une immigration qui vient en vertu du regroupement familial. Donc quand on entend par exemple le FN dire 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrants en gros, on est complètement dans l'irréel et dans le fantasme. C'est faire cette équivalence entre le niveau du taux de chômage et le niveau du taux d'immigration est complètement absurde et complètement décalé de la réalité économique dans laquelle on vit. C'est un peu comme si on disait, voilà, 3 millions de chômeurs, 3 millions de jeunes en trop. C'est absolument absurde. D'abord parce que toutes les études, notamment les études de l'OCDE, montrent que l'impact de l'immigration sur le taux d'emploi est nul. Que l'immigration a par contre un impact positif sur le niveau des salaires des natifs, très léger en France, c'est plus 0,27%, donc c'est quasiment nul. Mais donc l'immigration a un impact à peu près nul sur le taux d'emploi et sur les salaires. Pourquoi cela? D'abord parce que nous vivons dans une économie tertiaire, c'est-à-dire une économie qui est fondée sur les services à la personne. On n'est plus dans une économie primaire qui serait fondée sur l'agriculture, ni dans une économie secondaire qui serait fondée sur l'industrie, contrairement à ce qu'espère encore M. Montebourg. On est dans une économie tertiaire qui est donc fondée sur les services à la personne. Ce qui veut dire que plus vous avez de personnes dans une population, plus vous avez aussi un besoin de services. Ce qui veut dire que les immigrés, en réalité, créent aussi de la demande de services et créent aussi des emplois. Et donc, quand on regarde la réalité de l'immigration en France sur le marché du travail, on voit que les immigrés se répartissent en 3 tiers entre 3 types d'emplois. D'une part, ils occupent des emplois très peu qualifiés, qui sont souvent des emplois délaissés par les Français. C'est par exemple des emplois de concierge, des emplois d'agents de sécurité, des emplois de manutentionnaires. Puis, il y a évidemment toute une partie des immigrés qui occupent des boulots intermédiaires, des boulots d'employés, etc. Et puis, il y a un tiers des immigrés qui occupent des emplois très qualifiés que les Français ne peuvent pas occuper parce que souvent, ils ne sont pas suffisamment qualifiés ou qu'il n'y a pas suffisamment de Français qualifiés pour occuper ces métiers. C'est par exemple des métiers de médecins, des métiers d'infirmiers et d'infirmières, des métiers de footballeurs, des métiers de prêtres. Et donc, il y a toute une série d'emplois qu'on appelle très qualifiés qui aussi ne sont pas pourvus par de la main-d'œuvre française et qui s'est occupée par les immigrés. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est très important, c'est que les immigrés créent aussi leur propre boulot et leurs propres emplois. On constate par exemple que le taux d'investissement et le taux d'entrepreneuriat est généralement bien supérieur dans la population immigrée que dans la population native, ce qui veut dire que les immigrés
créent aussi des emplois, créent aussi leurs propres petites entreprises. Et c'est vrai qu'on parle un peu toujours systématiquement de l'exemple de l'immigré qui a bien réussi, qui a fondé sa société, qui est devenu millionnaire. Je pense qu'il est aussi important de parler de tous les immigrés qui ont fondé leur petit commerce, qui ont introduit les night shops en France par exemple, qui ont introduit des agences de télécommunications à bas prix vers leur pays d'origine. Il y a toute une économie aussi qui est fondée sur les échanges entre le pays d'origine et le pays de destination. Donc je pense que ça aussi c'est important de souligner que non seulement les immigrés occupent des emplois que les Français ne veulent pas ou ne peuvent pas occuper, mais ils créent aussi leurs propres emplois, non seulement parce qu'on est dans une économie tertiaire, mais aussi parce que bien sûr ils développent des relations commerciales avec leur pays d'origine qui est également génératrice d'emplois. Et donc je pense que c'est très très important de refuser ce discours simpliste qui considérerait que les immigrés occupent du travail qui pourrait servir à des chômeurs français. C'est absurde, et d'ailleurs, et c'est un point à souligner, le taux de chômage par les immigrés est supérieur à celui de la population française d'origine, et ça s'explique très largement par les discriminations très importantes dont les immigrés continuent à faire l'objet sur le marché du travail. Et continuons avec les arguments du Front National. Quand le FN dit l'immigration coûte entre 60 et 70 milliards d'euros, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai? C'est à nuancer? C'est absolument faux? Que c'est un chiffre qu'ils extraient d'un rapport qu'ils ont eux-mêmes commandé à leur propre cadre. Et que donc forcément, quand vous commandez à un de vos cadres un rapport sur le coût de l'immigration, vous devez logiquement vous attendre à ce que le chiffre soit très important. Donc c'est un chiffre qui est important. Cela étant, il est vrai que l'immigration coûte de l'argent à la France. Selon les estimations, si on prend les études sérieuses, et il y a, je dirais, au moins une dizaine d'études qui ont tenté d'estimer quel était l'impact fiscal de l'immigration en France, et elles arrivent, en tout cas toutes celles que je considère comme sérieuses, arrivent à un chiffre compris entre 4 et 10 milliards d'euros. Alors la question c'est, et la question d'abord qu'on se pose, la question qui vient immédiatement, et je trouve que là on a quand même un grand problème, c'est, tiens, comment se fait-il que l'immigration coûte de l'argent? Et là, la France est parmi les pays de l'OCDE, est une exception. Dans à peu près tous les autres pays industrialisés du monde, l'immigration rapporte de l'argent plus qu'elle n'en coûte. Et donc en France, on a tendance à jeter l'opprobre sur l'immigration en disant « ces immigrés nous coûtent de l'argent ». Et je me demande pourquoi on ne se pose pas la question plutôt de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'immigration rapporte de l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'elle coûte de l'argent? Pour essentiellement 3 raisons. D'une part parce que, comme je l'ai dit, le taux de chômage dans la population immigrée est plus important que dans la population française, et ça s'explique très largement par les discriminations sur le marché de l'emploi, puisque le taux de qualification des immigrés, par exemple, aujourd'hui est supérieur au taux de qualification de la population française. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que un assez grand nombre d'immigrés sont aussi des demandeurs d'asile. Or, il y a une loi de 1991 qui interdit aux demandeurs d'asile de travailler en France. L'idée de cette loi en 1991, c'était si on permet aux demandeurs d'asile de travailler, ils vont s'incruster et ça va devenir de plus en plus difficile de les expulser si jamais leur demande d'asile est refusée. Le problème aujourd'hui, c'est que le délai de traitement moyen d'une demande d'asile, c'est de 20 mois. C'est-à-dire quasiment 2 ans. Ce qui veut dire que c'est 2 ans en moyenne pendant lesquels le demandeur d'asile ne peut pas travailler, ce qui veut dire que la France a, entre-temps, l'obligation de lui fournir une allocation complémentaire de revenus qui remplace son salaire, a l'obligation de lui fournir un logement, etc. Et donc évidemment tout ça coûte très cher, d'autant plus que 20 mois est une durée moyenne. Il y a des demandeurs d'asile dont le dossier est en attente depuis 4, 5, parfois 10 ans. Ce sont des gens qui, effectivement, à qui il faut verser des aides sociales, des allocations, pendant toutes ces années. Si on permettait aux demandeurs d'asile de travailler, il y a évidemment de l'argent qu'on économise. Elle coûte aussi de l'argent parce que la politique de répression de l'immigration coûte très cher. Si je prends par exemple le seul coût des expulsions en France,
il atteint 400 millions d'euros par an, c'est-à-dire à peu près 20 000 euros par personne expulsée. Dernier élément qui fait que l'immigration coûte cher, c'est que l'immigration en France est une immigration assez âgée. Puisque la France aujourd'hui n'attire plus de migrants. Très peu, 250 000 entrées par an, c'est un des chiffres les plus faibles dans l'Union européenne. Ce qui veut dire que forcément la population immigrée est une population qui vieillit et comme le reste de la population, plus elle vieillit, plus elle coûte cher aussi à la sécurité sociale. Et donc on voit derrière ce chiffre, voilà, l'immigration coûte de l'argent, comment il est possible d'expliquer ce chiffre et ce qu'il serait possible en réalité de faire pour que l'immigration, plutôt que de coûter de l'argent, rapporte de l'argent. Mais je veux aussi avoir une réflexion plus fondamentale. Je m'étonne et je m'insurge aussi contre le fait que dans le débat public, on a tendance à dire qu'il faut limiter l'immigration parce que l'immigration coûte de l'argent. Au nom de quoi est-ce que on dirait à une certaine catégorie de la population qu'elle n'a pas le droit d'être là parce qu'elle coûte de l'argent? Vous, en tant qu'étudiant, vous coûtez beaucoup d'argent à l'État. Même si vous pouvez dire que le coût des études est trop élevé, l'essentiel du coût des études est un coût qui est assumé par l'État. Les jeunes, ça coûte beaucoup d'argent. Les enfants, ça coûte beaucoup d'argent. Les vieux, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a plein d'autres catégories de la population, il y a plein d'autres groupes sociaux qui coûtent de l'argent à l'État et beaucoup plus d'argent encore que les immigrés. Qu'est-ce que c'est comme signal qu'on envoie aux immigrés si on leur dit « vous n'avez pas le droit d'être là parce que vous coûtez de l'argent ». Et je pense que dans le modèle d'intégration républicaine aussi, je pense qu'on a un problème si on stigmatise et si on exclut une catégorie de la population au seul motif qu'elle coûte de l'argent. Et je pense que s'embarquer sur ce débat du coût de l'immigration, c'est aussi quelque part faire le jeu du Front National, puisque l'argument clé du Front National, c'est de dire il ne faut plus d'immigrés, on ne peut prendre que les immigrés qui nous rapportent de l'argent, pas ceux qui nous coûtent de l'argent. Et je me dis, au nom de quoi est-ce qu'on peut décider qu'on exclut du modèle républicain les catégories de population qui coûteraient de l'argent pour ne garder que celles qui rapportent de l'argent? Le champion du PIB, on le sait, c'est un type qui a un cancer en phase terminale et qui est en instance de divorce. Je ne souhaite à personne de devenir un champion du PIB. Moi aussi, en tant qu'enseignant-chercheur, je coûte de l'argent à l'État, puisque mon salaire est versé par l'État. Il y a plein de catégories de la population qui coûtent de l'argent à l'État. C'est aussi à ça que sert l'État. Peut-être le dernier argument, et pas seulement repris par le FN, mais il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, un rapport sur l'intégration a été remis au Premier ministre, oui. Remettant en cause la politique d'intégration, d'assimilation peut-être de la France. Et le Front National, entre autres d'ailleurs, a dit qu'il faut arrêter l'immigration parce qu'en France, on ne peut pas les accueillir, on ne peut plus les accueillir, car on ne peut plus les intégrer. Est-ce que vous pensez que finalement, d'une part, est-ce que le rapport valide cette hypothèse, et d'autre part, est-ce que cet argument est vrai, on a crié avant sur ce rapport, alors que moi je trouve qu'il y avait plein d'idées très intéressantes. Donc surtout qu'il y a eu une erreur de la manière dont il était présenté, instrumentalisé. Moi je trouve sur le fond qu'il y avait pas mal d'idées très intéressantes dans ce rapport, même si certaines évidemment peuvent être discutées et sont discutables. J'ai quand même un problème avec cette idée qu'il y aurait une sorte de capacité maximale à l'intégration, une sorte de nombre maximal d'étrangers qu'on puisse intégrer sans mettre en cause un certain modèle républicain. Je trouve que ça participe quand même de l'idée d'une France qui soit un musée, où on ait des sortes de traditions et de coutumes qui soient bien établies une fois pour toutes, et que quiconque arriverait avec un autre background culturel mettrait en cause le fondement de l'État français. Et moi qui ne suis pas français, j'avoue que je me désole un peu souvent de cette difficulté de la France à percevoir tout changement comme une menace.
et quelque part à s'arc-bouter sur une sorte d'acquis, de tradition qui parfois ne dit plus rien à personne, plutôt que d'embrasser la diversité et de se réjouir justement de cette évolution et de ces changements. Et donc, notamment, le discours sur l'intégration reste en France, à mon sens, profondément assimilationniste, où l'idée est de dire aux immigrés, vous devez vous intégrer, vous devez faire des efforts pour vous intégrer, vous devez faire des efforts pour devenir un petit Français parfait, qui lit Le Monde chaque matin et qui trempe ses croissants dans son café. Je pense globalement que la France, ça ne peut pas juste être une France musée où on lit Le Monde chaque matin et où tout le monde trempe ses croissants dans son café. Je pense que ça serait assez triste. Et donc, moi, je suis étonné, je reste toujours étonné que quand on parle d'intégration, on parle toujours des efforts que doivent faire les immigrés, jamais des efforts que devrait faire l'État aussi pour promouvoir la diversité, pour lutter contre les discriminations. Et là, je pense qu'il y a une faillite monumentale des politiques d'intégration françaises, certainement pas une faillite de l'immigration. La plupart des immigrés sont très très bien intégrés dans le tissu social français, mais par contre, il y a une faillite de l'État français en matière de politique d'intégration, notamment une faillite en matière de planification urbaine, où les immigrés ont été parqués dans des cités ghettos, où on dit aux immigrés, vous devez absolument être des Français comme les autres, vous devez absolument tremper vos croissants dans votre café. Il n'existe qu'une seule catégorie de Français, mais si on dit ça, ça veut dire aussi qu'il faut s'engager activement à lutter contre les discriminations. Or, les discriminations en France restent beaucoup plus importantes qu'ailleurs, et vous savez que vous avez beaucoup moins de chances de trouver un emploi si vous appelez Mohamed que Charles. Et donc, il y a, à mon sens, une hypocrisie organisée par l'État qui est d'abord de vivre toujours dans ce fantasme du citoyen français unique et des immigrés qui doivent s'assimiler à un certain modèle de citoyen français que personne n'a d'ailleurs défini, et qui par ailleurs tolère encore, voire même encourage, dans une certaine manière, la pratique des discriminations à l'égard des immigrés. Et donc, quelque part, à mon sens, même si je peux concevoir que ça peut paraître un peu choquant que je dise ça, la plus grande preuve d'intégration des immigrés français et de leur souci d'intégration, c'était les émeutes dans les banlieues parisiennes il y a quelques années, où quel était le message de ces enfants d'immigrés? C'est-à-dire, vous n'arrêtez pas de nous répéter que nous devons être français, nous intégrer au modèle français, mais dans le même temps, vous nous parquez dans ces banlieues, vous nous refusez l'emploi, vous nous refusez de faire partie de ce modèle social français, et nous nous révoltons parce que nous voulons pouvoir en faire partie. Et pour moi, c'était l'acte un peu ultime et donc nécessairement violent, qui est de dire nous voulons absolument nous intégrer, nous voulons faire partie de ce tissu social français, donnez-nous-en la possibilité. Justement, les décisions politiques du FN, les thèses politiques du FN en matière d'immigration sont basées sur le fantasme, mais comment ça se fait qu'à gauche, justement, on n'ait aucune politique d'immigration claire et que personne n'ait créé véritablement un programme d'immigration avec des choix qui soient soit axés sur le réel, on voit aujourd'hui que François Hollande, l'affaire de Armas, c'est un fiasco total, les élévations qui ont été lancées. Comment vous expliquez qu'à gauche, on n'ait pas de politique d'immigration claire? Je pense qu'il n'y a pas de politique d'immigration claire à gauche depuis que la gauche a capitulé face au Front National au milieu des années 80, notamment sous la conduite de Laurent Fabius, quand la gauche a dit le Front National apporte de mauvaises réponses à de vrais problèmes. Et dès l'instant où on reconnaissait cet argument au Front National, je pense que le Front National avait gagné. Dès l'instant où on reconnaissait et où la gauche reconnaissait que l'immigration était donc un problème auquel le Front National apportait de mauvaises solutions, mais auquel elle, la gauche, avait apporté de meilleures solutions, je pense qu'elle faisait de facto le jeu du Front National. Et donc c'est à la suite de ça qu'on a eu des déclarations immondes, comme celle de Michel Rocard sur la France, vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde, qui est, à mon sens, sans doute la phrase la plus insultante qui ait jamais été prononcée par un responsable politique français à l'égard des immigrés. Et donc, depuis cette capitulation en race campagne face au Front National dans les années 80, je pense qu'effectivement la gauche est en panne d'idées sur l'immigration depuis qu'elle a reconnu que l'immigration était un problème
et donc qu'elle a accepté que les thèmes et l'agenda sur l'immigration soient en réalité dictés par les États. Michel Rocard termine sa phrase en disant « mais elle doit entendre sa part ». Pas du tout. Pas du tout, c'est son... D'abord, c'est son opposant au débat qui a complété la phrase, et donc c'est par la suite que Rocard s'est repris, mais le moment où Rocard prononce cette phrase, et c'est là où Rocard est un pur salaud, Rocard dit « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », et c'est son opposant au débat de droite qui complète « mais elle doit en prendre sa part ». Et donc je pense qu'il faut que la gauche puisse aussi faire son examen de conscience sur l'immigration. Cela étant, pourquoi est-ce que cette phrase de Rocard est immonde? Parce que, d'abord, parce qu'elle suppose qu'il y ait une sorte de capacité maximale d'immigrés que la France puisse accueillir. Soit, passons encore là-dessus. Le problème de cette phrase de Rocard, c'est qu'elle dit aux immigrés « vous êtes la misère du monde ». Enfin, il faut se rendre compte de la violence de cette phrase quand vous êtes immigré, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez monté votre business, quand vous êtes footballeur en Ligue 1, et qu'on vous dit « vous êtes la misère du monde ». C'est méconnaître totalement les réalités de l'immigration, notamment le fait que ceux qui parviennent à migrer, ceux qui ont la possibilité de migrer à l'international, ce sont généralement les plus riches dans le pays d'origine. Pourquoi est-ce que quand on regarde les principaux pays d'origine de l'immigration en France en provenance d'Afrique, l'immigration provient des pays d'Afrique qui sont les plus riches, pas des pays qui sont les plus pauvres. L'immigration provient essentiellement des pays du Maghreb, qui sont bien plus riches que ceux de l'Afrique centrale, et de pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont généralement plus riches, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. L'immigration africaine en France, elle ne provient pas, très faiblement, de pays très pauvres, comme le Sierra Leone, par exemple. Pourquoi? Parce que migrer, ça demande la mobilisation de beaucoup de ressources, parce que ça coûte très cher, parce que souvent, les candidats à l'immigration en provenance d'Afrique ont économisé pendant des années et des années pour pouvoir se payer le voyage, parce que leurs familles ont cotisé pour pouvoir leur payer le voyage. Et donc, ces immigrés que nous appelons, c'est le contraire de la misère du monde. Ce sont des gens qui sont généralement pleins de ressources, qui ont fait de leur migration un projet de vie, et on ne les accule pas par une sorte de charité chrétienne. Et donc c'est pour moi le vrai problème dans la phrase de Rocard. Ce n'est pas tellement la France ne peut pas accueillir, ça c'est un classique. Le problème c'est la misère du monde, c'est de dire aux immigrés vous êtes la misère du monde. Vous prenez régulièrement l'exemple du Canada et de la Nouvelle-Zélande comme exemple de politique réussie, enfin de politique migratoire réussie. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont deux pays, et je pense à mon sens ce sont les deux seuls pays industrialisés aujourd'hui, qui ont compris que, d'abord que l'immigration était un droit fondamental de la personne humaine, et que donc il y avait un enjeu de droit de l'homme à avoir une politique d'immigration qui soit claire et juste par rapport à chaque personne, et qui ont compris aussi que c'était une évolution structurelle du monde, et que l'immigration était aussi, quelque part, le moyen au travers desquels se traduisaient les inégalités dans le monde, et que ces inégalités ayant tendance à augmenter, les flux migratoires continueront aussi, forcément, à augmenter. Et donc c'est à mon sens les deux seuls pays qui ont accepté d'embrasser l'idée que le monde allait devenir de plus en plus mobile. Je pense que les autres vivent encore dans un fantasme de l'immobilité, dans un monde idéal où chacun serait beaucoup mieux s'il restait chez soi. Je pense que c'est les deux pays, d'une part, qui ont accepté cette idée de l'immigration comme évolution structurelle du monde. Ce sont des pays qui ont une politique qui me paraît beaucoup plus ouverte. Ce sont des pays où il est encore possible, si vous remplissez les conditions, d'immigrer légalement. En France, c'est devenu quasiment impossible d'immigrer légalement, sauf à être joueur professionnel du niveau de la Ligue 1. Et ce sont aussi des pays qui ont accepté, qui ont embrassé l'idée qu'ils allaient devenir des pays diversifiés, et des pays diversités. Et donc où l'État s'est engagé à promouvoir les diversités et à lutter contre les discriminations. Et ça me paraît très très important qu'il y ait ces deux aspects. D'abord une politique migratoire plus ouverte, mais aussi plus claire et plus respectueuse de la personne, notamment dans le délai de traitement des demandes d'asile. Et aussi un État qui s'engage à promouvoir la diversité et à lutter contre les discriminations. Vous expliquez que ces deux pays soient les deux seuls qui aient réellement réussi justement à créer une politique migratoire claire et qui marche.
est-ce que vous pensez que ça vient du fait que ces deux pays sont constitués justement par l'immigration et où le taux de colons, qu'ils soient anglais, européens dans les années 1700 ou 1800, soit très très important et que ce soit des pays migrants qui aient compris que l'immigration. Je pense qu'effectivement, ce sont deux pays qui ont toujours défini leur identité nationale au travers de la diversité et du brassage des cultures. Ce sont deux éléments qui sont importants dans l'histoire de ces deux pays. Maintenant, ce ne sont pas les seuls pays. Les États-Unis, l'Australie ont aussi défini leur identité nationale sur la base de leur diversité. Mais je pense que ce sont les deux seuls pays qui parviennent à avoir un débat dépassionné sur les questions d'immigration et à regarder quelles sont les réalités contemporaines de l'immigration et donc quelle est la réponse politique la plus rationnelle et la plus pragmatique à leur donner. Je pense que ce sont deux pays qui ont une politique migratoire beaucoup plus pragmatique et dépassionnée et désidéologisée, comme ce n'est pas le cas, comme ce n'est plus le cas aux États-Unis ou en Australie, qui sont deux pays qui ont eu aussi en leur temps une politique migratoire qui me semblait assez louable, mais qui s'est depuis considérablement idéologisée et qui donc aujourd'hui me paraît se rapprocher quelque part de la politique migratoire des pays européens. Vous êtes également spécialiste des migrations climatiques et des réfugiés climatiques. Oui, au départ c'est parce que... Oui. Aujourd'hui, on occupe un peu dans la sphère publique ce problème. Pourtant, c'est un problème qui va devenir de plus en plus important dans les 50 années à venir. Quel est l'état actuel de la situation aujourd'hui? D'abord, vous avez des raisons de dire que c'est un problème qu'on a tendance à occulter, puisque malheureusement, on a encore beaucoup tendance à faire de la politique de manière réactive et pas prospective, et donc à réagir aux problèmes une fois qu'ils se sont posés et pas à les anticiper. À mon sens, c'est effectivement un gros problème. Alors, quel est l'état de la situation aujourd'hui concernant les migrations climatiques, ou plus largement les migrations liées à l'environnement? Simplement pour dire que c'est aujourd'hui le facteur numéro 1 de migration forcée dans le monde. En 2012, 33 millions de personnes ont été forcées de se déplacer à cause d'une catastrophe naturelle. À ce chiffre s'ajoutent les personnes qui ont été forcées de se déplacer à cause d'une dégradation plus lente de l'environnement. Et donc on est sur un chiffre qui, à mon avis, est au moins de 50 millions de personnes déplacées chaque année. Si on prend les 8 dernières années, entre 2008 et 2012, on a eu 142 millions de personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Et donc, à ce chiffre, comme je le disais, il faut ajouter les personnes déplacées par des dégradations plus lentes de l'environnement. Aujourd'hui, on le voit, on est dans une situation où on est dans l'incapacité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisque ces émissions continuent à augmenter d'à peu près 2 ou 3% chaque année. Et donc, on se dirige droit vers un scénario d'augmentation de la température moyenne de l'ordre de 3,5 degrés ou 4 degrés d'ici la fin du siècle. On parle ici d'une élévation moyenne de la température, ce qui veut dire qu'elle cache aussi d'énormes différentiels d'élévation de température, et ce qui veut dire, pour le dire assez platement et brutalement, que beaucoup de régions du monde, demain, vont devenir inhabitables. Aujourd'hui, vous pouvez habiter à peu près partout dans le monde, pas au milieu du Sahara ou dans le nord de la Sibérie, vous pouvez habiter à peu près partout. Demain, ça ne sera plus le cas. Demain, de très nombreuses zones du monde vont devenir inhabitables, et il se trouve que ces zones comptent aujourd'hui parmi les plus densément peuplées. Et donc il faut, je pense, dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à la manière dont on va pouvoir redistribuer la population mondiale à l'échelle du globe, notamment dans des zones plus sûres. Quand on voit le débat aujourd'hui sur l'immigration en France et la crispation de ce débat dès qu'il y a une petite crise ou un petit afflux de quelques milliers de réfugiés, on l'a vu, notamment lors du printemps arabe, il y a tout de suite une crispation européenne pour quelques milliers de réfugiés. Je crains malheureusement que c'est un débat qu'on ne soit pas encore prêt du tout à avoir en Europe ni dans les pays du CNC, et pourtant il va falloir l'avoir à un moment donné. Est-ce que vous pensez que les migrations dues justement au changement climatique peuvent perturber la géopolitique mondiale? Je prends par exemple l'exemple de l'Inde et du Pakistan, où ces deux pays qui vont être, avec la montée de la température et des eaux, qui vont être submergés sur leurs côtes, et deux pays qui aujourd'hui entretiennent des relations pas forcément très amicales. Donc est-ce que vous pensez qu'un afflux de migrants indiens, pakistanais, dans un sens ou dans l'autre, puisse
entraîner une crispation et justement une guerre entre ces deux pays ou ailleurs dans le monde? C'est possible. Je pense que si ces flux migratoires ne sont pas anticipés et préparés et que s'ils deviennent une crise humanitaire, il est effectivement possible qu'ils aboutissent à des tensions entre pays et potentiellement à des conflits. Raison pour laquelle, à mon avis, il faut absolument anticiper ces déplacements de population. Mais par contre, je pense que aujourd'hui, quand on cherche à faire le lien entre climat et sécurité, c'est un lien qui est fait de plus en plus souvent, on a souvent tendance à identifier la migration comme le maillon qui va permettre de faire le lien entre la dégradation du climat, entre le changement climatique et les problèmes de sécurité. Je pense que c'est un peu facile et qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas la migration à elle seule qui peut déclencher un conflit et qu'elle va souvent s'ajouter à un contexte qui est pro de conflit, c'est notamment ce qu'on a vu par exemple au Darfour. Et il est important aussi de souligner que la migration peut aussi et doit aussi représenter une amélioration de la sécurité humaine des migrants. Si les gens migrent, c'est aussi pour améliorer leur propre sécurité personnelle. Et donc je pense qu'il faut aussi voir comment la migration peut aussi être une solution par rapport à des gens qui sont en danger ou qui habitent dans des zones dangereuses. Et vous qui avez été expert pour les Nations Unies, est-ce que un tel problème ne se gère pas entre guillemets à l'échelle d'un pays, mais au niveau mondial? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Nations Unies jouent leur rôle? Est-ce qu'elles sont prêtes pour ce défi qui arrive? Non. Parce que sur les questions de migration, les pays tiennent absolument à conserver la maîtrise totale de leur politique migratoire. Un des paradoxes des migrations internationales, c'est que par nature, c'est un phénomène mondialisé, par nature, c'est un phénomène qui requiert une coopération internationale, voire même une gouvernance mondiale, mais c'est sans doute le domaine politique dans lequel les États coopèrent le moins, y compris au niveau européen. La politique migratoire, notamment parce qu'elle mobilise encore les questions d'identité, de nationalisme, d'ethnicité, etc., reste aujourd'hui la chasse gardée de la souveraineté des États, qui refusent d'abandonner n'importe quel petit morceau de souveraineté au profit d'une gestion mondialisée des politiques migratoires et des flux migratoires. Ce qui me semble aujourd'hui absolument nécessaire, mais je ne vois pas aujourd'hui un seul État qui soit prêt à s'engager davantage vers une gestion un peu plus mondiale et plus coordonnée des flux migratoires. On va pouvoir prendre maintenant les questions. Là, ça